Elle se tenait au bord d'une zone de guerre. Ilse Strauss, directrice de l'éducation internationale chez Ponce pour la paix à Jérusalem, a entendu les sirènes du 7 octobre 2023, non pas comme un simple titre d'actualité, mais comme un appel à l'action. Alors que le monde observait, elle et son équipe ont rejoint des villes frontalières de Gaza, dotées d'abris anti-bombes, apportant de l'aide sous les tirs de roquettes. Aujourd'hui, elle va lever le voile sur la véritable guerre qui fait rage sous le brouillard médiatique. C'est le BABA avec Ashley sur JNS et je suis fière d'accueillir Ilse Strauss dans l'émission aujourd'hui. Ashley, bonjour. Wow. Votre Introduction. Ça sonne tellement mieux que dans la vraie vie. Merci. C'est un tel honneur d'être ici. Je suis tellement impatiente d'entendre votre histoire. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on entend tous les jours. Alors, expliquez-nous tout d'abord, d'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Que faites-vous? Combien de temps avez-vous? Je viens d'Afrique du Sud, de Pretoria. Et d'habitude, quand je dis ça, j'ajoute toujours je suis désolée de le dire. En Israël, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne traditionnelle, pas vraiment dans la théologie du remplacement, mais sans jamais comprendre qu'Israël avait de l'importance. Et puis, au début de la trentaine, j'étais à une réunion d'église et nous avions cette intervenante incroyable, cette femme extraordinaire. Et elle a parcouru les prophètes, les anciens prophètes hébreux, et elle a montré toutes ces prophéties, elle les a expliquées, et elle a montré qu'elles étaient en train de s'accomplir maintenant. Et tout à coup, tout s'est éclairé pour moi. Et j'ai réservé mon premier voyage en Israël l'année suivante. Je suis donc tombée amoureuse d'Israël. Je savais que ce serait le coup de foudre. C'était quand? C'était en 2009. D'accord, donc de bonnes années. De bonnes années, de bonnes années. 2009, je suis arrivée ici. Et puis un voyage normal, je suis rentrée chez moi. Et ensuite, en 2010, la première guerre entre Israël et Gaza, je me souviens avoir vu les gros titres en Afrique du Sud. J'ai demandé à mon petit ami de l'époque des titres vraiment horribles. Je lui ai alors demandé ce qu'il en pensait. Tu penses vraiment qu'Israël fait ça? Parce qu'à cette époque, je soutenais Israël. J'aimais Israël. Et ça me paraissait tellement horrible. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit tu dois enquêter là-dessus toi-même. Et je l'ai fait. Et je suis venue. Je suis restée environ un mois. J'ai enquêté. J'ai cherché partout où je pouvais. En 2014, j'étais ici pour étudier à l'université hébraïque. Je vivais dans une maison d'hôtes. Et un groupe de touristes de Namibie est venu. Et j'ai vu ce jeune homme très grand et beau. Je lui servais le dîner de Shabbat. Et nos regards se sont croisés et nous sommes tombés amoureux sur mon toit à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle romantique. Et 2014, c'était aussi l'opération Bordure protectrice. Encore une fois, j'ai vu la différence entre ce qui se passait sur le terrain et les gros titres dans le monde entier, pas seulement en Afrique du Sud. Et puis, je me suis mariée avec le grand et beau Namibien. Nous avons vécu en Namibie pendant 2 ans et ensuite nous avons rejoint Ponce pour la paix en 2018 et nous sommes ici depuis lors. Notre fille est née il y a 4 ans à Jérusalem. Et oui, nous adorons vivre ici. Nous aimons le peuple d'Israël. J'aime l'Afrique du Sud et mon cœur est... J'ai mentionné Ponce pour la paix. Je travaille comme directrice internationale de l'éducation pour eux. Mon cœur, ma passion, c'est de raconter l'histoire d'Israël. Pas l'histoire de oh, regardez cette nation de saints qui ne peuvent rien faire de mal, mais regardez cette nation de gens ordinaires que Dieu utilise comme un signe pour les autres nations, accomplissant la prophétie à travers eux. Qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il fait ce qu'il dit qu'il fera. Et vous savez, Vous servez de panneau d'affichage pour montrer que Dieu est bien celui qu'il dit être. Et ça m'enthousiasme. Donc, clairement, vous êtes une chrétienne religieuse. Vous êtes une croyante. Pensez-vous que si vous ne l'étiez pas, votre opinion sur Israël serait très différente? Cela joue-t-il un rôle? Je ne peux pas dire. Je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi je pose cette question. En tant qu'Israélienne, parfois on se dit oh Dieu merci, nous avons les chrétiens religieux, n'est-ce pas? Dieu merci, nous les avons. en effet,
Mais je connais beaucoup de gens qui pensent différemment et qui ne sont pas des chrétiens religieux. Pour moi, oui, mais ce n'est pas comme si je disais "Ah oui, Dieu l'a dit, donc je dois le faire." Ce n'est pas quelque chose que nous faisons aveuglément. D'accord, très bien. On va excuser tout ce qui est mal parce que Dieu l'a dit. Nous avons fait nos recherches. Nous savons distinguer le bien du mal. Donc oui, c'est peut-être ce qui me passionne pour Israël, mais ça ne veut pas dire que je me place du côté du bien. Parce que nous voyons une communauté grandissante aux États-Unis, surtout en ligne, de chrétiens religieux qui commencent à répandre des théories du complot très dangereuses sur Israël. Oui, donc on voit que l'aspect religieux n'est pas toujours ce qui rassemble. Non, malheureusement non. Et encore une fois, je dis cela en tant que personne dont la mère, pendant 30 ans, a organisé des pèlerinages catholiques du Canada vers Israël. J'ai visité tous les lieux saints chrétiens bien avant d'aller à Masada. Donc j'ai vu à quel point les valeurs religieuses, vous savez, judéo-chrétiennes, le lien entre les deux sont importantes. Je vois à quel point c'est essentiel. Et pour moi, en tant que personne qui, vous savez, on voit comment la droite américaine a été plus favorable à Israël ces dernières années que la gauche américaine en raison des évangéliques et de l'idéologie chrétienne là-bas. Et on commence à perdre cela. Et c'est quelque chose qui m'effraie. Eh bien oui, mais cela devrait aussi les effrayer parce que sans Israël, fondamentalement, notre foi n'a plus de fondement. Et pour moi, cela me passionne, cela me fait aimer Dieu encore plus. Ça rend les choses passionnantes. C'est comme si nous étions censés être ensemble tout le temps. Et c'est pour ça que je dis malheureusement. Parce que oui, c'est triste pour toi. Mais c'est aussi triste pour les chrétiens. Alors, je veux t'emmener en Afrique du Sud maintenant, juste un instant. Désolée, je suis désolée de faire ça. Non, j'adore l'Afrique du Sud. J'aime mon peuple. C'est un pays incroyable, avec des gens formidables. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur l'Afrique du Sud? Tout d'abord, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le peuple sud-africain aime Israël. Les Sud-Africains soutiennent Israël. La majorité, je dirais la majorité des chrétiens. Nous étions en Afrique du Sud en 2024 et je mettais un post sur Facebook pour dire que nous serions là-bas. Nous serons à cet endroit, nous serons à cet endroit. Et tout à coup, nous recevions des messages de personnes qui demandaient « Pouvez-vous venir ici aussi? Pouvez-vous venir ici aussi? Pouvez-vous venir ici ?» Je pense que le problème, c'est la couverture médiatique en Afrique du Sud. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est très, très fermement opposé à Israël. Et cela influence tout. Donc je veux en parler parce que tout d'abord, voir l'Afrique du Sud porter l'affaire contre Israël devant les tribunaux internationaux, ça me fait un peu me dire, vraiment? Au début, je me suis dit, vraiment, de tous les pays du monde, l'Afrique du Sud. Et la deuxième question, c'est que, enfin, j'ai eu un petit ami sud-africain au lycée quand j'étais au Canada. Ses parents me parlaient de l'apartheid, un sujet qu'on n'abordait pas vraiment à l'école au Canada, surtout pas à 14 ans. Ils m'ont parlé de l'apartheid, de cette période, de ce qui s'est passé, de Nelson Mandela, etc. J'arrive sur mon campus à 17 ans et je vois des gens manifester contre Israël, le qualifiant d'apartheid. Et je m'approche d'eux, c'était au Canada, et je leur demande quel rapport y a-t-il entre l'apartheid sud-africain et ce conflit? Rien, rien du tout. Quiconque affirme qu'Israël est un État d'apartheid soit ne connaît pas Israël, soit ne sait pas ce qu'est l'apartheid. J'ai 48 ans. Aïe. Enfant, j'entendais parler de l'apartheid. Je sais à quoi ressemblait l'apartheid et cela n'a rien à voir avec Israël. Et il suffit d'amener quelqu'un ici pour qu'il puisse le constater. Et très souvent, nous avons des personnes qui viennent en Israël et qui, avant cela, disaient oui, Israël était un État d'apartheid. Et puis, vous marchez dans les rues et vous voyez aucun signe de cela nulle part. Je veux dire, en Afrique du Sud, il y avait des panneaux sur les plages, réservés aux Blancs, réservés aux Noirs. Vous aviez exactement. Je ne peux pas m'empêcher de rire de ça parce que c'est tellement absurde. Non, je me souviens avoir étudié à l'université hébraïque et être assise à la cafétéria. Je me souviens d'avoir accouché ici en Israël et que mes médecins étaient arabes. Je me disais que ça n'aurait jamais pu arriver en Afrique du Sud.
Et ce qui est encore plus frappant, vous savez, quand on creuse un peu plus avec quelqu'un qui se dit pro-palestinien, mais qu'on sait en réalité que c'est juste un antisémite, ce qu'il dirait, c'est: oh non, mais nous ne parlons pas de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Nous évoquons ce qui se passe en Cisjordanie, en Judée et Samarie, par exemple. Mais il faut ensuite préciser à ces personnes qu'ils ne sont pas citoyens israéliens. La situation est différente. En effet, mais voyez-vous, si vous devez faire des acrobaties avec un terme, alors clairement ce terme ne s'applique pas à la situation. N'ai-je pas raison? Vous savez, je pense que les gens ne sont pas informés. Mon neveu, il est sur un campus en Afrique du Sud et très souvent il va aux manifestations parce que vous savez ce que fait sa tante. Et il leur demande: oh, l'apartheid, oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Expliquez-moi comment. Silence Radio. Et malheureusement, ce terme est utilisé contre Israël. Il est sorti de son contexte. Et maintenant, tout le monde l'entend. Oh, c'est terrible. Si Israël pratique l'apartheid, Israël doit être terrible sans même se poser la question: mais en quoi cela correspond-il à ce terme? Et ce n'est pas le cas. Clairement, ce n'est pas le cas. Vous avez donc parlé un peu des médias en Afrique du Sud. J'ai regardé les médias mondiaux. Et les médias en Afrique du Sud, de ce que je vois, corrigez-moi si je me trompe, dans chaque pays, on voit, vous savez, des médias plus anti-Israël et d'autres, vous savez, un peu plus équilibrés. Je ne dirais même pas pro-Israël, mais des médias équilibrés d'Afrique du Sud, je n'en ai pas vu les deux côtés. En fait, je n'en ai vu qu'un seul. Malheureusement. Est-ce que je me trompe? Non, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, malheureusement. N'y a-t-il pas de liberté de la presse en Afrique du Sud? La liberté de la presse, oui, mais bon, il y a plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord, c'est peut-être le taux de change. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nos journaux, nos médias ne peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs agences. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir quelqu'un uniquement affecté à Israël. Donc ils prennent ce qu'ils peuvent, l'AP, l'AFP. Et généralement, ce n'est pas très pro-Israël. Si vous avez quelqu'un qui écrit spécialement pour Israël, pour le bureau du Moyen-Orient, cela pourrait être mieux. Deuxièmement, la liberté d'expression. Oui, mais très souvent, quelqu'un écrit sur Israël sans jamais être venu ici. Donc, ils utilisent ce qui est faux. Donc, en gros, tout cela n'est que des oui-dire. Tout est basé sur autre chose. Je comprends tout ce qui passe et nous avons eu plusieurs journalistes sud-africains ici. Et dès qu'ils sont ici et qu'ils voient ce qui se passe sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Mais très souvent, il y a une politique en place dans les journaux, dans les médias d'information. L'autre problème, c'est qu'ils n'ont personne qui puisse venir et passer du temps ici. Ils ne peuvent pas se permettre d'affecter quelqu'un à cela. Donc, votre rôle est celui d'une éducatrice. C'est exact. Je voudrais vous poser une question difficile. Oh mon Dieu, Où nous trompons-nous? Pourquoi échouons-nous à éduquer le monde? je vais vous répondre d'un point de vue chrétien. Est-ce que cela vous convient? Oui. Je pense que vous ne faites aucune erreur. Tu ne fais absolument rien de mal. Et je ne pense pas que si tu fais les choses différemment, ça fera une énorme différence. Je pense que les Juifs sont détestés depuis des générations. Pourquoi? Parce qu'il y a ce peuple qui refuse de se soumettre, qui refuse simplement de s'allonger et de mourir poliment. Nous sommes tellement insupportables comme ça. Je sais, n'est-ce pas? Comment oses-tu? Et ça n'a aucun sens. Et voici ce minuscule bout de pays. Si tu fais un pas en arrière, tu ne peux même pas voir Israël sur la carte. Comment oses-tu avoir autant de succès? Comment oses-tu déjouer tous les pronostics? Non seulement ça, c'est un pays de miracles. Vous êtes un peuple de miracles. Et cette nation existe grâce aux miracles. Alors le Dieu d'Israël a tissé son nom et sa réputation dans votre nom et votre réputation si étroitement que vous ne pouvez pas les séparer. Et ensuite le monde se déchaîne contre cela. Il se déchaîne contre votre existence, parce que si vous existez, alors Dieu doit exister. Et le monde ne veut pas que Dieu existe, il veut être son propre Dieu. Donc c'est un peu une situation sans issue parce que devrions-nous arrêter d'éduquer? Absolument pas.
Il y a des gens comme moi qui ont besoin de savoir cela, qui en seront ravis et passionnés. Mais les haineux continueront de haïr, ils feront ce qu'ils veulent faire. Nous ne convaincrons probablement jamais ces détracteurs. Mais la personne qui se tient sur la touche et qui m'entend parler à l'un de ces détracteurs, cette personne pourrait écouter. Quand tu parles, j'ai juste envie de lever les yeux et demander, tu peux t'en charger pour nous? Genre, est-ce que tu pourrais juste leur faire comprendre à tous? Tu vois, genre, je comprends, je vois, mais est-ce que tu pourrais juste nous faciliter un peu la tâche? Mon Dieu, est-ce que tu pourrais choisir quelqu'un d'autre pendant un moment? Et tu sais, ce terme aussi, peuple élu, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes les seuls à l'avoir choisi. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes le peuple élu? C'est génial. Ma mère me disait toujours, parce que je lui disais aussi, je lui disais, je n'aime pas qu'on se dise le peuple élu parce que ça donne l'impression qu'on se croit supérieur ou quelque chose comme ça, tu vois. Ma mère disait, non, tu te trompes. Dieu est allé voir toutes les nations. Personne ne voulait de lui. Nous sommes les seuls à l'avoir choisi. En effet. Et tu sais quoi? Alors, laissons les haineux haïr. Sois fier. Regarde ce que tu as ici. Tu as le Tout-Puissant de ton côté. Et laisse les rageux faire ce qu'ils veulent. Éduque ceux qui veulent bien écouter. Les gars, c'est un pays incroyable. Vous êtes dans un pays avec des gens formidables, vraiment merveilleux. Regardez simplement ce que vous avez accompli en moins de 100 ans. C'est époustouflant. Pas étonnant que le monde vous déteste. Alors sois fier. Je dis toujours que les gens parlent souvent de ce que nous avons réussi à accomplir en moins de 100 ans, mais ils oublient que nous avons 3800 ans de connaissances qui nous accompagnent. Tu vois? C'est ça, exactement. C'était une construction. C'est une histoire qui se construit depuis si longtemps. J'aimerais te demander un peu plus sur ce que tu enseignes. Que fais-tu concrètement? Donc, est-ce que tu reçois des missions qui viennent en Israël et tu leur parles, ou bien tu fais le tour du monde pour parler? Comment fais-tu pour partager cette histoire? Quand tu dis que tu veux faire connaître l'histoire d'Israël, est-ce que tu te concentres sur, tu sais, les histoires méconnues ou bien tu parles du conflit? Fais-moi découvrir ton univers. Eh bien, laisse-moi d'abord te parler un peu de Pont pour la paix. Nous sommes nés juste après la guerre des 6 jours. Notre fondatrice était ici dans l'une des universités et nous existons en tant qu'organisation humanitaire. Pont pour la paix, je précise toujours que nous n'avons rien à voir avec le processus de paix. Nous construisons des ponts entre les chrétiens et les juifs en Israël et dans le monde entier. Parce que si vous regardez l'histoire de l'antisémitisme chrétien, il y a d'énormes fossés, d'énormes blessures. Nous avons donc une banque alimentaire, l'une des plus grandes banques alimentaires chrétiennes en Israël. Nous fournissons de la nourriture à 24 000 Israéliens dans le besoin chaque mois. Nous avons le programme Nourrir un enfant. Nous aidons dans les écoles les enfants de familles défavorisées avec un déjeuner chaud quotidien et tout le nécessaire scolaire. Nous aidons les survivants de l'Holocauste à rénover leurs appartements, etc., etc. Nous aidons les gens, le peuple juif, à faire leur aliyah. Voilà pour notre côté compassion. Et puis, nous avons aussi un côté sensibilisation. Et c'est là que je travaille dans l'éducation. Par exemple, nous avons des bureaux dans 8 pays à travers le monde. L'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Donc, chaque bureau national s'adresse à sa communauté juive au sein de ce pays. Mais pour nous, ici, nous nous adressons aux chrétiens du monde entier. Par exemple, après le 7 octobre, mon téléphone sonnait chaque minute à cause de quelqu'un d'Afrique du Sud qui disait « Ilza, je suis chrétienne. Je soutiens Israël, mais je viens d'entendre ceci, cela, ceci et cela. Comment puis-je répondre à cette accusation? Comment puis-je répondre à cette autre accusation ?» Alors, ce que nous avons fait, c'est une série complète d'entretiens où nous avons parlé à 7 experts, juifs, chrétiens, arabes, un soldat qui a combattu le 7 octobre, le premier intervenant. Nous avons interviewé une militante arabe. Nous avons parlé à tout le monde de tout. Et donc, nous avons publié des séries comme celle-ci. Nous faisons des interviews en direct que nous diffusons. Nous publions un magazine tous les 2 mois. Nous faisons des tournées de conférences dans nos pays.
Partout où nous recevons une invitation, nous y allons, nous y prenons la parole. Nous travaillons sur un plan de lecture de la Bible que nous lancerons le 1er janvier. Et ce plan de lecture de la Bible sera diffusé dans tout le pays d'Israël, où nous aurons des vidéos d'enseignement hebdomadaires dans lesquelles nous voulons établir le lien avec la Bible. Cela, vous savez, vous lisez chez vous, mais où cela s'est-il déroulé? Quelle est la scène sur laquelle cela s'est passé? Qui sont ces personnes? À quoi cela ressemble aujourd'hui? Et puis, nous allons aussi lancer un podcast à partir de l'année prochaine, ainsi qu'une série éducative. Donc, nous sommes très prises. D'accord. Et j'ai compris. C'est incroyable, c'est incroyable. Rien que d'entendre que tout ça vient de non-juifs, c'est génial. Eh bien, comme je l'ai dit, je suis passionnée par ça. Vous êtes comme la preuve vivante. J'adore ça. C'est fou parce que, vous savez, quand je vis en ligne, quand on vit en ligne, c'est très facile de se retrouver dans un monde où on pense que ça n'existe plus. Ma prochaine question concerne votre famille. Oui. Qu'en pensent-ils? Ils ont probablement pensé que vous étiez folle au début, non? Venir en Israël? Ma sœur. Bon, d'accord. Parlons de ma famille proche. Ma mère ne pourrait pas être plus fière. Elle est tellement fière. Elle lit tous les livres sur Israël. Mais elle me dit, mon Dieu, ma fille, je devais écouter les informations en Afrique du Sud. Je ne saurais pas, je ne saurais pas, je ne saurais pas. Je penserais qu'Israël est horrible. Mes 2 sœurs ressentent exactement la même chose. Elles sont toutes venues ici en visite? Non, aucune d'elles, mais ma mère, oui. Et ah, mes 2 sœurs aimeraient beaucoup venir, mais elles n'en ont pas eu l'occasion. Mon Les parents de mon mari, eux, sont un peu plus réservés à ce sujet. Et non, je ne pense pas qu'ils me prennent pour une folle. Qu'est-ce que ça fait d'élever votre fille ici? J'adore ça. Elle va dans une école israélienne ordinaire. Elle va dans une maternelle hébraïque et moi je suis au niveau Aleph. Alors elle rentre à la maison et maman demande où est le ballet. En effet, est-ce qu'on garde cette méthode? Alors elle va à l'école hébraïque. Elle, la guerre contre l'Iran l'a beaucoup éprouvée. Le 7 octobre, elle ne comprenait pas encore. La guerre contre l'Iran a été encore plus dure pour elle. Mais je lui apprends Psaume 91. Il est dit qu'il mettra ses anges autour de toi. Il te gardera dans toutes tes voies. Et je lui dis, j'ai dessiné un portrait d'elle. Les méchants nous tirent des flèches, mais Dieu garde sa main sur nous. Et je n'ai pas peur en Israël. J'ai souvent peur en Afrique du Sud. Pas ici. Je considère comme un privilège de pouvoir aller courir quand le soleil se couche, ou de pouvoir dormir dans une maison où, si j'entends un bruit, je sais que c'est probablement un chat. Et je peux me retourner et dormir encore un peu. Donc non, ils ne pensent pas que je suis folle. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Waouh, j'aimerais avoir ce courage. » Où penses-tu que l'avenir nous mène, pour toi, et avec l'Afrique du Sud en particulier concernant les relations? Je suis très perplexe à propos des relations, je ne vais pas mentir. L'Afrique, je pense que tout le monde est très perplexe. Ça n'a aucun sens. Pourquoi un pays comme l'Afrique du Sud ne soutiendrait-il pas Israël? Ça n'a aucun sens. Si je devais émettre une hypothèse fondée d'après ce que je lis, l'Iran a l'Afrique du Sud dans sa poche et ce sont les marionnettes. L'Iran a probablement payé le gouvernement sud-africain pour poursuivre Israël devant la CPI, la CIJ. Et après cela, le gouvernement avait une belle tirelire pour financer à nouveau sa campagne électorale. Alors, d'où venait cet argent? Avons-nous vu des Sud-Africains, des communautés non juives, simplement sortir ou manifester dans les rues contre la décision de poursuivre Israël en justice? Je pense que nous avons eu les élections juste après cela. Et pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, l'ANC n'avait pas la majorité des 2/3. Donc, nous gardons espoir. Nous espérons que cela a envoyé un message à l'ANC, que ce n'est plus le cas maintenant. J'en doute, mais on peut toujours espérer. Si cela dépend du peuple, oui. Alors j'espère, je prie pour qu'il y ait une Afrique du Sud pleine d'espoir.
Je ne m'inquiète pas pour Israël. Je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète pour l'Afrique du Sud. Je m'inquiète pour l'Europe, mais pas pour Israël. Que pouvons-nous faire de plus? Éduquer. Atteindre les masses est difficile, n'est-ce pas? Éduquer. Continuez ce que vous faites. Parlez. Partout où vous êtes. Si vous êtes juive et que vous n'êtes pas en Israël, parlez. Exprimez-vous. Mais faites-le en sachant que vous n'allez peut-être pas convaincre la majorité, mais vous pourriez convaincre la personne à côté de vous. Ou même pas celle avec qui vous parlez, mais celle qui écoute. Et soyez fiers. Je n'imagine même pas à quel point cela doit être effrayant. Mais tu viens de 3000 ans d'histoire, waouh, tu viens de Gédéon et du roi David. Prends ton épée, prends ton bouclier. Tu peux le faire. Aïe. Je faisais un reportage sur les lions à Jérusalem. Oh, tu sais, les statues de lions, le lion sur le drapeau de Jérusalem, et je me promenais dans la ville. Et alors qu'on termine, je suis au bâtiment de la municipalité où se trouve cette statue du lion. Et je demande à l'un des agents de sécurité, pourquoi y a-t-il autant de lions ici à Jérusalem? Il ne savait pas. Oh, il a dit, oh, nous sommes les petits du grand lion. Mesdames, vous êtes les petites du grand lion. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Exprimez-vous. Donc, vous vivez en Israël depuis un certain temps, ce qui veut dire que vous savez maintenant que les Israéliens sont extrêmement critiques envers eux-mêmes, les uns envers les autres et envers leur gouvernement. N'est-ce pas? N'est-ce pas magnifique? La démocratie. Donc, en tant qu'allié désigné, je vous donne maintenant la parole pour critiquer. C'est d'accord. On aime ça. On considère cela comme une force. Nous voyons cela comme des critiques constructives qui nous aident à nous améliorer. Que pouvons-nous faire de mieux? En tant que société, mon Dieu, je vous aime. J'adore le fait que vous savez quand je monte dans le bus et que vous trouvez que je ne suis pas habillée de façon appropriée pour la météo ou que mon enfant ne l'est pas non plus. Merci. Merci de m'avoir aidé à ce sujet. J'apprécie aussi le fait que vous savez quand j'étais plus jeune et célibataire, tout le monde voulait me présenter quelqu'un jusqu'à ce qu'il découvre que, vous savez, je ne suis pas sûre. N'arrêtez pas ça. J'adore le fait que vous fonctionniez comme une famille. Ça crée une ambiance chaleureuse et j'adore ces histoires. Personnellement, j'éviterais d'exprimer de la haine sur les réseaux sociaux, par exemple. Je réfléchirais avant de m'exprimer sur les réseaux sociaux parce que ça pourra être utilisé contre vous. Alors assurez-vous de peser vos mots, que vos soldats pèsent leurs mots, que des choses comme ne sortent pas et ne puissent pas être utilisées contre vous. Soyez vigilants. Jouez à ce jeu intelligemment. Vous êtes constamment sous les projecteurs internationaux. Faites la paix avec nous. La norme qui s'applique au reste du monde ne s'applique pas à vous. Alors réfléchis avant de parler, réfléchis avant de filmer. Assure-toi que des choses comme ça ne sortent pas. Je ne parle pas des manifestations. Non, non. Je parle de certaines vidéos montrant des soldats de Tsahal à Gaza avec des sous-vêtements. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça ne vous rend pas service. Non, vous êtes sous les projecteurs internationaux et vous vivez comme ça. Oui, c'est tellement vrai. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé ouvertement sur mes réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui défend Israël. Sur mes réseaux sociaux, surtout au début de la guerre, il y avait beaucoup de vidéos de soldats qui circulaient et d'autres influenceurs aussi. Ils faisaient des choses stupides comme danser devant la télévision alors qu'un immeuble s'effondre à Gaza. Et je pense que pour beaucoup de gens, tu sais, toi et moi avons toutes les deux en tête la façon dont les choses sont perçues de l'extérieur. Et malheureusement, quand tu donnes une arme à un jeune de 18 ans, ce n'est pas à ça qu'il pense. Mais c'est malheureux. Ça doit malheureusement rester une priorité. Et à mon avis, chaque juif, chaque Israélien, chaque allié qui soutient l'État d'Israël doit s'instruire, car ils seront toujours et à jamais des ambassadeurs. En effet.
Et je pense que c'est quelque chose qui, même en Israël et même dans les communautés juives de la diaspora, doit vraiment être amélioré concernant ce que nous enseignons à nos enfants. Parce que je trouve que très souvent, ce sont en fait les communautés chrétiennes qui connaissent notre histoire mieux que nous-mêmes. Vous savez quoi? Quand les otages sont rentrés, vous êtes restés éveillés toute la nuit. Nous sommes restés éveillés avec vous. Des millions de chrétiens à travers le monde ont prié toute la nuit, ont applaudi avec vous, ont fait la fête avec vous. Oui, et ça, c'est l'un de mes grands objectifs. Oui, en tant que chrétiens, nous soutenons Israël en raison de l'Alliance. Mais tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui t'accuse de génocide en disant Oh, mais tu sais, c'est le peuple élu de Dieu et Dieu les aime. Tu ne peux pas répondre au génocide par l'Alliance. Tu dois connaître les faits, connaître les chiffres, connaître la réalité. Et c'est difficile. J'enseigne un cours qui s'appelle Qui possède la terre promise et il dure 1 heure et demie et je ne fais qu'effleurer tous les sujets. Donc, ne regardez pas ce clip de 30 secondes, regardez plutôt le documentaire. Oui, regardez-le en entier. Ce que tu viens de dire me parle tellement parce que, en tant qu'étudiante de 17 ans qui a vu l'apartheid, tu sais, des manifestations sur mon campus et les gens parlaient d'une Nakba, d'un génocide et d'un nettoyage ethnique dans les colonies et c'est illégal. Alors j'ai appelé ma mère qui est israélienne et je lui ai dit: «Maman, qu'est-ce que je réponds à ces gens qui disent qu'on vole des terres en Cisjordanie?» Ma mère israélienne me dit: «On ne vole pas la terre, Dieu nous l'a donnée.» J'ai répondu: «Ce n'est pas une réponse.» J'ai donc dû m'informer moi-même. C'est exactement ça. Je veux dire, très souvent sur les réseaux sociaux, j'écris pour un média africain. Et chaque fois qu'un article paraît, ils disent Oh, les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et puis ils diront Oh, la Nakba 48. Non, non, non. Vous voulez dire la renaissance de l'État d'Israël quand 5 armées arabes ont attaqué non pas pour établir l'État palestinien, mais pour absorber chaque parcelle de terre. C'est ça que vous entendez par la Nakba? Et généralement, encore une fois, vous lancez un terme comme ça. Nakba, apartheid, occupation, mais vous n'expliquez pas ce que ces mots signifient. Alors apprenez ces termes, sachez comment les réfuter, sachez comment peut-être en une phrase réfuter quelque chose. J'ai vu une étudiante, lors d'un débat sur un campus, des étudiants débattaient et l'une des étudiantes a qualifié Israël d'apartheid. Et l'étudiante pro-Israël a dit: «Peux-tu m'expliquer en quoi c'est un apartheid?» Et elle a répondu: «Parce qu'ils volent des terres.» Il a dit: «Les deux n'ont rien à voir, aucune n'est vraie et elles ne correspondent pas. Voler des terres n'est pas l'apartheid, ce n'est même pas similaire.» Ça en ferait un voleur de terre, mais d'accord, d'accord. Oui. Tu vois ça partout. Tu vois ça sur tous les campus universitaires. Oh, ça me brise le cœur parce qu'on vole tellement de choses à ces jeunes. On leur vole tellement de choses. Tu vois, moi, j'ai grandi de façon traditionnelle sans savoir. Et quand j'ai découvert et que tout a commencé à avoir du sens, mon Dieu, un tout nouveau monde s'est ouvert à moi. Donc, c'est tragique. C'est tragique. Tu m'as donné tellement d'espoir dans cette conversation parce que voir des personnes qui comprennent tout de suite, ça me donne vraiment de l'espoir qu'il y a encore tellement de gens qu'on peut toucher. Parce que parfois, tu sais, on se sent tellement perdu, on se demande même par où commencer, n'est-ce pas? Je comprends, je comprends. Mais tu sais quoi? Mets de l'ordre dans ton fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Bloque ces personnes qui sont haineuses. Tu sais, ne sois pas une personne haineuse. Sur Instagram, suis des vidéos de chiens, des vidéos de cuisine et des personnes qui t'inspirent. Mets de l'ordre dans ton fil d'actualité sur les réseaux sociaux, que ce soit positif. Suis les personnes qui t'aiment. Regarde des vidéos de personnes. À chaque Rosh Hashanah, on fait toujours une petite vidéo qui dit Hé Israël, on est avec toi. Et puis de tous nos bureaux nationaux. Tu sais, regarde des choses comme ça quand tu passes une mauvaise journée. Incroyable. Merci beaucoup d'être ici. Merci pour tout ce que tu fais pour être notre voix. C'est un vrai plaisir. Merci d'être un pont.
J'adore ce genre de conversation, vraiment. La conversation que j'ai eue juste avant toi portait sur la géopolitique et tout ça, et c'était tellement déprimant. Avoir quelqu'un comme toi et ton grand sourire, c'est vraiment une lumière. C'est vrai, avec plaisir, j'adore mon travail. Je t'aime, on est là pour toi. Et les grands lions sont là pour toi. Merci beaucoup, Ilse. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous avez apprécié ce message positif de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit cœur et de laisser un commentaire positif ci-dessous. Et on se retrouve la prochaine fois.